remarquez, la phrase suivante est déjà là. Et même, parfois, je la fiche en l'air, j'en remets une autre à la place. Oh, c'est drôle. Écrire est passionnant. Hein. Encore si, qu'est-ce qu'on se marre. Quand on a quelque chose à dire, mais même quand on n'a rien à dire, je vais vous dire, il suffit d'écrire un premier mot, et ça vient. Quelque chose vient, n'importe quoi. Vous racontez, vous expliquez, n'importe quoi, vous expliquez comment on démonte un carburateur, ou bien n'importe quoi. Mais si je comprends bien, je vous arrêterai jamais d'écrire. Ah ben j'espère. Tout au moins en tant que... Oui, j'espère. Cavana, vous avez 88 ans. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Oh, j'allais l'oublier. Bon. J'y pensais pas. Allez, non, mais ce que je voulais vous demander aussi, parce on disait que c'était dur, il y a la maladie, on vieillit. Il y a des trucs bien aussi à vieillir, non? Non. Je les cherche. Alors déjà, vous voyez, ils sont pas spontanés. Oui, il y a des trucs bien. Il y a des trucs bien. Il y a une espèce de. D'abord, on a accumulé quand même pas mal de connaissances. On peut entrer de plein pied dans n'importe quel sujet. C'est bien, on prend un livre dans une bibliothèque, même un livre assez compliqué. On n'est pas étranger. On est déjà un peu chez soi et ça se fait vite. Bon, tout ça, c'est un des bénéfices du grand âge. Surtout si on s'est intéressé aux livres, à la culture, quel vilain mot, à la connaissance, très tôt. Si très jeune, on a eu la chance d'avoir les bons contacts. Ce qui a été votre cas, hein? Ça a été mon cas, oui. J'ai eu la chance. On a le temps, on peut... Oui. Bon. J'ai eu la chance, après mon certificat d'études, à Nogent-sur-Marne, d'être dans une ville, qui était la petite ville de Nogent-sur-Marne dans la banlieue de Paris, où ça faisait une expérience. C'était la République française avait décidé que l'enseignement secondaire étant un peu trop élitiste et formant des gens, une espèce de caste séparée bon, il avait voulu prolonger l'enseignement primaire par un équivalent du baccalauréat qui n'aurait pas tout à fait les mêmes matières, mais qui aurait le même niveau, et même un niveau supérieur en ce qui concerne les mathématiques, les sciences physiques et naturelles, les langues. Et bien, pour le reste, sur le français, on équivalait Alors bon, moi là-dedans, un coup de chance, c'est que c'était l'école Nogent-sur-Marne. Alors moi, ayant passé mon certificat d'études, ayant passé le concours d'entrée, fait un concours d'entrée à cette école, j'ai été reçu, je me suis retrouvé si bien que mon cours, ce que les autres appelaient le cours complémentaire de 12, le certif était à 12 ans à l'époque, de 12 à 16 ans, moi je les ai passés, mes 12 à 16 ans, avec une bourse d'ailleurs, parce que j'ai passé le concours des bourses, dans cette école primaire supérieure où j'ai eu la chance d'avoir des professeurs alors à la hauteur. C'était une expérience de la République que la guerre a interrompue. Je ne sais pas ce qu'il y en a été par la suite des écoles primaires supérieures, mais c'était une merveilleuse idée. Et j'ai eu la chance, vraiment, de profiter de cette fenêtre ouverte. Et je peux dire, je ne peux pas dire que je me suis élevé, mais enfin j'ai acquis là une façon d'apprendre, de comprendre. J'ai été mis en contact avec des professeurs formidables qui étaient tous des laïcs convaincus, combattants, et des rationalistes à tout craint. C'est eux qui vous ont fait découvrir Rabelais, François Cavana? Oui. Parce que vous dites que sans Rabelais, vous ne seriez pas Cavana. C'est vrai. Pourquoi? J'ai découvert Rabelais à 14 ans, chez un marchand sur le marché qui vendait des livres d'occasion. C'était en 3 volumes, brochés pour quelques sous. C'était très, très abîmé d'ailleurs. Et je me suis chez Rabelais pour voir. C'était la révélation. Quelle merveille, quelle merveille. Qu'est-ce qui vous plaît à ce point chez Rabelais, François Cavana? Mais d'abord la langue, qui est merveilleuse. C'est du très beau français.
C'était pas traduction, pas traduit, c'était le français originel du XVIe siècle. Et je me suis aperçu que, sans qu'on me l'ait appris, je le lisais couramment, que c'est très, si on se donne un peu de mal, c'est très facile à comprendre. Et quand on a compris, on rit comme, vraiment j'ai ri, je l'ai fait lire à tous les gars que j'ai pu. Enfin, je dois beaucoup à Rabelais, oui. Et non seulement en littérature, mais en histoire, en géographie, on faisait de l'histoire, comment ça s'appelle ? La philosophie de l'histoire, si vous voulez. Au lieu de nous apprendre les fêtes l'un par un, on nous montrait ce que telle fête déclenchait automatiquement, comment les puissances économiques se mettaient en place et comment tout ça aboutissait, comment les mêmes causes conduisaient aux mêmes effets. En géographie, la même chose. Que voulez-vous et j'avais un professeur qui s'appelait Monsieur Portalier, qui donnait des cours à la radio d'ailleurs, et il était formidable. Mais c'était un demi-fou. Il faisait histoire géo, et il faisait français en même temps, vous savez, à l'époque. Et il commençait le cours de géo, vous prenez telle et telle page du livre. Alors il nous donnait environ 20 pages, vous allez me copier tout ça et faire toutes les cartes en couleur. Elles n'y étaient pas dans le livre, il fallait quand même les mettre en couleur. Bon, bah voilà. Ça prenait les 5 premières minutes. Après, il marchait dans la classe, et il nous racontait. Il nous racontait quelque chose. Il nous racontait le voyage de Bougainville, ou la mort de Marie-Antoinette, ou Napoléon III, qui a pris du pouvoir par Napoléon III. Les profs de l'époque étaient encore très sensibilisés au Deuxième Empire, c'était encore très proche pour eux. Ils haïssaient Napoléon III. Et moi, du coup, je le hais de toute ma force, que voulez-vous. Mais c'était passionnant, et moi, j'avais une soif d'apprendre, non pas pour quelque chose. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire plus tard. Mon avenir, je m'en foutais, j'y pensais même pas. Je serais maçon, certainement, comme mon père. Mais j'y pensais pas. Et j'étais gourmand d'apprendre pour le plaisir d'apprendre. C'était vraiment un bonheur, un plaisir. Alors, puis vous étiez un bon élève? Non. Oh, bah vous dites si dans le livre. Je l'ai été, mais j'ai cessé. Je crois que l'adolescence... j'étais encore capable de très bonnes choses, mais j'étais aussi... un fantaisiste, Oui, vous étiez un élève. Vous dites que vous n'avez pas une bonne conduite. Vous vous faisiez engueuler parce que vous faisiez le pitre. Mais vous étiez bon quand même. Oui, j'étais bon. Quand je m'en donnais la peine, j'étais bon. Quand quelque chose m'intéressait. Mais oui, j'étais devenu... J'avais un peu trop confiance en moi. J'étais... pas vaniteux, non, mais... Ça m'étonnerait. Hein. Mais... un peu trop confiance, oui, c'est ça. Je me disais, ce que je fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Si je m'y mettais, effectivement, je le faisais le lendemain, mais si je m'y mettais pas, je le faisais pas. Vous vous dites encore, François Cavana, aujourd'hui, quand je serai vieux? Moi, je me souviens que ma grand-mère, quand elle avait votre âge, elle disait quand je serai vieille. Oui, c'est ça, quand je serai vieux. Mais ce qui m'emmerde, c'est ce masque de vieux qu'on m'a collé sur la peau. C'est cette peau de vieux qui flasque, qui pend, cette gueule de... Oh, non, oh, attendez, cette gueule de... vous avez... Non, si, non, ça n'existe pas. Il vaut mieux être Quasimodo à 20 ans que, comment il s'appelait, Jacques Frollo, que le beau gosse à 90. Non, faut pas rigoler, madame.
Bon, ben moi j'aime bien vous lire et puis je suis contente de vous avoir ce matin. Alors c'est sûr, voilà, vous n'allez pas galoper dans les escaliers, mais ça m'est égal. Mais c'est vrai que c'est pas moi qui suis vieille pour l'instant, mais ça va m'arriver aussi et ça va arriver à tous ceux qui nous écoutent. Hein, vous êtes d'accord? Je regretterai beaucoup ce qui vous concerne. Bon, on va écouter, vous savez, dans l'émission il y a un billet d'humeur avec des allusions à vous que vous allez écouter attentivement. C'est le billet de Lucas Torrent qu'on écoute tout de suite. François Cavana, comment ne pas être impressionné par votre parcours, par votre travail, par vos moustaches et surtout par votre culot, hein, parce qu'il y a des unes du harakiri de l'époque parues dans les jeunes années du journal qui laissent assez pantois encore aujourd'hui. À une époque, on se demandait si vraiment une femme en jupe, une femme en pantalon dans la rue, ça se faisait. Eh bien là, faire la une avec un monsieur recouvert de caca et la légende spéciale scato, faut l'avouer, même encore aujourd'hui, on se dit c'est quelque chose. Et d'ailleurs, c'est l'éternelle question qu'on vous pose, François Cavana. Est-ce qu'on pourrait oser encore ça aujourd'hui? Est-ce qu'on pouvait oser plus à l'époque? Et vous, l'éternelle réponse, c'est non, à l'époque on pouvait pas oser plus, mais on le faisait quand même. Et effectivement, c'est vrai que ça y allait dans le contenu d'Harakiri et aussi dans l'esthétique du journal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les photos des années 60, 70, il y a une patine particulière. C'est comme dans un vieux livre de cuisine. Absolument tout à la luisance d'un cervelet cru sur un étal de boucher. C'est toutes ces photos, ça donnait ce charme si particulier à Charlie Hebdo, qui fait que quand même, personnellement, j'y vais par dose homéopathique, parce que si j'en consomme trop d'un coup, c'est comme la morue au petit déjeuner, ça me coupe l'appétit. Et pourquoi ça me coupe l'appétit? Eh bien, ça me coupe l'appétit parce que je suis né trop tard, je suis né dans des périodes où on n'ose plus rien du tout, où le fabuleux vent de liberté s'est amolli comme un soufflé au fromage par temps humide. Oui, j'ai raté ce souffle de joie et de bonheur, même si j'ai été encore en contact avec le Charlie Hebdo historique, mais trop jeune pour en comprendre l'essence. Je me rappelle avoir entendu parler des femmes coquetiers vers les 8-9 ans. Vous savez, c'est un sketch du professeur Choron. Et dans le fond, à 8-9 ans, ça me semblait assez crétin de manger un œuf mollet planté dans le fondement d'une dame. Sans plus, c'est un peu comme quand on lit du Nietzsche à 6 ans. Il nous manque des couches. Mais le vrai problème, en fait, François Cavana, ça ne vient pas de notre société, ça ne vient pas des comiques d'aujourd'hui. Le vrai problème, il vient de vous et de tous les gens qui ont travaillé avec vous. Parce que le souci, c'est pas qu'on n'ose plus aujourd'hui. Le souci, c'est que vous avez déjà tout fait. C'est toujours la même chose. La première fois qu'on a une fausse pub avec une boîte de conserve appelée potage merdique, ça fait rire. Mais aujourd'hui, c'est du réchauffé. Et le potage réchauffé, c'est pas bon. Alors les comiques doivent innover à cause de vous. Ils doivent aller plus loin. Ils doivent rechercher des trésors d'humour sophistiqués. Mais sinon, Monsieur Cavana, votre plus grande réussite, c'est quand même qu'en ayant choqué, astiqué, emmerdé, gueulé, fait quand même des choses relativement dérangeantes pour notre société à peu près toute votre vie. Eh bien, au final, aujourd'hui, ça vous a permis de devenir quelqu'un de respectable. Rien n'est joué sur la première. Voilà, c'est le billet de Lucas. Merci Lucas. Vous avez une question à Cavana, à Lausanne? Oui, Cavana vous écoute. Déjà, c'est pas facile d'être loin de vous. Et je voulais savoir si c'est vrai que vous êtes quelqu'un de respectable. Quand je parle de vous à mes collègues, il y a de l'admiration, Monsieur Cavana. Ça, vous le pensiez dans les jeunes années du harakiri, devenir quelqu'un de respectable? Certainement pas, ça fait la troisième fois que vous employez ce mot-là. Ouais, c'est pour insister, j'aime bien qu'on comprenne ce que je dis. Je reçois comme une gifle. Non, ça vous fait la gifle Oh, respectable, mon Dieu. Admiratif, quoi. Pas respectable au sens strict du dictionnaire, digne de respect, je veux bien. Je ne vois pas pourquoi on ne me respecterait pas. Mais respectable a pris un sens, la chaîne de montre sur le ventre. C'est un monsieur respectable, on voit ce qu'on veut dire par là. Ce n'est pas un monsieur qui vote à gauche, ce n'est pas un gars qui écrit sur les murs, c'est bon. Alors, non, mais c'était une parenthèse. C'était bien son billet quand même, non? Ah oui. Bon, Lucas. Oui, c'était ça. Je rougis des oreilles. Voilà, exactement. J'ai rougis d'une oreille où je m'efforce. Merci Lucas Torrent. On vous retrouve lundi pour le billet d'humeur. C'est pas un exercice facile en sachant que c'est Cavana qui écoute quand même. Vous êtes d'accord, François Cavana? Pardon. De faire un billet d'humeur pour François Cavana, c'est difficile. Il s'en est bien tiré. Vous auriez dit quoi de vous? Si vous aviez dû, voilà, vous devez faire un billet d'humour sur vous portraiturez, qu'est-ce que vous dites de vous? Un hurluberlu. Voilà, c'est-à-dire un gars qui
qui voit ce qu'il faudrait faire, mais qui ne le fait pas, par paresse bien souvent, par présomption bien souvent aussi, par trop de confiance en soi ou par un manque de confiance en soi. Enfin voilà, quelqu'un de pas très équilibré. Mais tout ça est bien négatif. Hein. Vous voudriez que je dise du bien de moi? Ouais, j'aimerais bien. Ben oui, mais dire du bien de moi, c'est difficile. Que voulez-vous que je vous dise? Que je suis très beau? Mais j'ai été pas mal. Oh, vous êtes très beau. Pas mal.